Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pendant tout le temps où l'ex-président Bouteflika était dans la plus totale incapacité de gouverner, des années durant, son frère, l'état-major de l'armée et tous les principaux relais du régime avaient réussi l'hallucinant exploit, non seulement de faire croire aux Algériens et au reste du monde que ce président était toujours aux affaires, et même qu'il faisait des prodiges, et même qu'il recevait des personnalités du monde, qu'il donnait des instructions, qu'il veillait très tard pour faire le travail, etc., etc. Encore plus incroyable, ils avaient réussi, ces gens qui l'avaient pris en otage, ce malheureux impotent, ils avaient réussi à le représenter à un 4e mandat, malgré son état, et le faire élire, dans une parodie d'élection où c'était son portrait géant qui menait sa campagne électorale. Ce régime qui nous avait habitués à toutes les hallucinantes extravagances et qui ne reculait devant aucun excès, avait pour lui la cohésion des barons qui constituaient le premier cercle. Et pour cause, puisque le premier maître du pays, Saïd Bouteflika, le frère du président en titre, avait l'appui inconditionnel du chef d'état-major et de tout le haut commandement de l'armée en échange de privilèges exorbitants dont les Algériens ne savent encore rien aujourd'hui. Personne au sein du régime, et tout particulièrement parmi le commandement de l'armée, ne bougeait une oreille, ni n'élevait la moindre protestation contre une gestion psychédélique du pays. Psychédélique au sens propre, puisque nous savons aujourd'hui que la consommation de cocaïne et d'autres drogues du genre au sein du noyau central du pouvoir faisait rage, où certaines décisions étaient prises à 3 heures du matin, en pleine orgie. Et ainsi, malgré cette insupportable situation, malgré des dépassements dignes des monarchies les plus absolues et les plus atroces, tout baignait dans l'huile. Aucune contestation, aucune manifestation d'humeur au sein du régime, bien au contraire. Une véritable pandémie s'était abattue sur le pays, et tout particulièrement au sein des relais du régime, la chitalose. C'était à qui s'étalait le plus devant les maîtres du pays. Et tout le monde nous chantait les louanges du grand Moujette, jusqu'au chef d'état-major qui ne parlait pas de lui sans lui donner tous ses titres, des titres à rallonge. Fakhamatohu Abdelaziz Bouteflika, président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées. Non, pardon, chef suprême des forces armées. La chitalose avait atteint un tel niveau de propagation que c'en était devenu une sorte de surenchère. C'était à qui faisait plus que l'autre, à qui proposait un prix Nobel de la paix pour Fakhamatohu, à qui offrait le plus beau cadeau à son portrait, jusqu'à lui offrir des chevaux, à qui appelait les Algériens à lui ériger une statue en or. De leur côté, tous les soi-disant serviteurs de l'État et autres grands adeptes de la mangeoire y allaient tous de leur profession de foi et tous nous juraient que le président n'était pas malade, que si ses jambes ne marchaient plus, sa tête fonctionnait très bien et qu'elle carburait comme jamais, jusqu'au président français de l'époque, M. Hollande, qui allait apporter un témoignage enflammé sur l'alacrité de son homologue algérien. Dans le même temps, le frère du président, le vrai maître du pays, n'avait plus de frein. Il nommait et chassait qui il voulait.
et il ouvrait les caisses de l'État à ses amis à coups de milliards de dollars, comme si le budget de l'État était sa cassette personnelle. Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est d'abord parce que Saïd Bouteflika et ses co-accusés, qui avaient écopé de très lourdes peines de prison devant le tribunal militaire, sont soudainement ramenés sous les feux de la rampe. Très curieusement, la Cour suprême vient d'accepter le pourvoi en cassation des 4 condamnés. Et ce n'est pas là une procédure banale quand on connaît le mode de fonctionnement de la justice algérienne. Mais ce rappel nous permet aussi de comparer les 2 périodes, celle des Bouteflika et celle d'aujourd'hui, pour essayer de comprendre pourquoi le régime pouvait évoluer avec tant de facilité du temps de Saïd, alors que le même régime, qui n'a fait que changer de façade visible et qui est embourbé jusqu'au cou aujourd'hui, puisqu'il ne peut plus se permettre les mêmes méthodes, comme celle, par exemple, de faire dire que Tebboune est toujours aux affaires, il est aux commandes, qu'il a promulgué la nouvelle constitution, qu'il a rencontré Brahimi, qu'il a parlé à Macron, qu'il a écrit une lettre aux Algériens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le régime serait-il devenu plus vertueux, plus respectueux des formes, moins méprisant pour les Algériens? Très certainement non, pour quiconque connaît la vraie nature de ces gens. Les mêmes, en fait, qui étaient aux ordres de Saïd Bouteflika et qui se sucraient de ses largesses. Quoi alors? Qu'est-ce qui empêche le régime de continuer à user de ces mêmes anciennes méthodes? صرتي جزائري حر ماشي ايادي خارجيه. كيفاش نسكت وانتم هلكتوا البلاد وبكيتوا لي والديه؟ كيفاش نحبس النضال وانا مربي على الروح الوطنيه؟ كيفاش من حبسكم بنخاف؟ كيفاش من حبسكم بنخاف والشعب مقيود وبلا حريه؟ ماناش حابسين، الثوره مستمره ونقتلوكم بالسلميه، ما تحبسوناش ما تخوفوناش ما تسكتوناش، دوله مدنيه ماشي عسكريه. 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 Journaliste, pyromane, politicien, mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Algérie, la Cour suprême à la rescousse, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Brahim Younsi, qui sera ici avec moi sur le plateau, cadre du MDA de 82 à 88. Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, avocate, activiste politique, qui est avec nous depuis Alger. Aïssa Rahmoun qui nous rejoindra tout à l'heure, avocat, maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Adel Jabbar, observateur et militant politique qui sera avec nous depuis le Canada. Chaban Qassi est là avec nous comme chaque jour. Merci Chaban.
Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Et ce soir, Jamaldine, avec vos invités, vous allez revenir bien évidemment sur cette actualité judiciaire avec ces responsables politiques, des généraux qui sont impliqués dans plusieurs affaires malheureusement, qui riment souvent avec corruption et délapidation du pays. Pendant plusieurs années, ils ont géré le pays à leur manière, de façon malheureusement à le ruiner, et tout ça dans leur propre intérêt, sans compter que maintenant, depuis plusieurs semaines, pour la énième fois, l'Algérie se distingue par un fait hors norme, du jamais vu. Le chef de l'État a disparu, plus de nouvelles. Place au culte malheureusement du secret, un pays et un peuple oublié, écarté et livré à lui-même. Vous allez voir la une du Figaro International qui dit l'Algérie encore en roue libre sans président, et le chapeau, l'absence d'Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé avec le Covid depuis le 28 octobre en Allemagne, rappelle celle de Bouteflika. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Jamaldine. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a le quotidien des Algériens, les Algériens qui vivent dans une crise à plusieurs niveaux, santé, économie, et le peuple qui, depuis des décennies, malheureusement, qui subissent ces conséquences de cette gestion, notamment de corruption. Alors aujourd'hui, en Algérie, c'est une double crise sanitaire et économique depuis des mois, en plus de l'impact sur le plan santé. Le côté humain de cette Covid-19, ça engendre aussi un coût financier exorbitant, une situation qui met le peuple donc dans l'incapacité de payer les frais de soins, qui pose la question du fonctionnement des caisses de sécurité sociale et celle du problème du remboursement des médicaments. Les Algériens doivent débourser entre 10 000 et 12 000 dinars rien qu'en médicaments, notamment pour faire face à cette Covid. Des revenus modestes et des PCR qui ne sont pas remboursés. Alors concernant les tests sérologiques, c'est-à-dire la prise de sang à 3 000 dinars, le PCR, lui, est à 15 000 dinars et des prix qui sont donc souvent pris en charge en tout cas, les citoyens font appel à des laboratoires privés. On va citer le docteur Lies Merabet, que vous connaissez, président du syndicat national des praticiens de santé publique. Un scanner à 20 000 dinars, une IRM 18 000, 25 000 sont remboursés pour la peine de 2 000 ou 3 000 dinars seulement, donc un tarif jugé insignifiant. Les masques en pharmacie, c'est entre 35 et 50 dinars pour les plus simples, et les masques chirurgicaux sont entre 80 et 90 dinars malheureusement. Alors bien évidemment, il y a la santé, mais vous y consacrerez certainement une émission totale. On est en direct, voilà, il y a notre invité qui m'appelle, je pense qu'on va aller le chercher. Alors il y a les produits alimentaires qui ont augmenté de 10 à 25 dinars. Le lait, c'est 100 dinars. La margarine, par exemple, on est à 160 dinars. L'huile de table est à 130. Le lait en poudre est à 415. Si je ne me trompe pas, le SMIC en Algérie, on est autour de 18 000. 18 000 voilà. Il y a aussi des marques et des produits qui ont disparu, notamment les pâtes et le couscous. Habituellement, on avait des lasagnes, des macaronis, des penne. Tout ça, ça n'existe plus. Même le couscous, qui est très répandu en Algérie. Donc, seule la marque Amor Benamor, qu'on connaît bien, est introuvable. Et les autres, comme la marque Mama, est à 150 dinars pour la première au lieu de 120 dinars. Ça, c'est pour le couscous. Alors, pour citer donc Mohamed Jelaoui, avant de vous quitter, Jamaldine, gérant d'une supérette, il dit depuis que l'État a mis fin à la subvention du blé tendre et dur destiné donc à la fabrication des pâtes et du couscous, j'ai vraiment du mal à m'approvisionner chez les grossistes aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, notamment au niveau du couscous, on ne trouve que des sachets à 10 kilos. Rapidement, côté du marché, les lentilles sont malheureusement à 180 dinars le kilo, les haricots secs rouges à 320, le riz long est à 250, les mandarines sont à 250 dirhams le kilo. Et il faut savoir, donc, on a notamment une personne qui faisait ses courses à Alger qui dit « Je n'arrive pas à comprendre comment la mandarine, qui est pourtant cultivée en Algérie, coûte plus cher que la banane, qui elle vient de si loin, puisque la banane est à 190 dinars. » Donc vous reviendrez certainement dans une émission spécialisée. Mais le quotidien des Algériens est de plus en plus difficile d'un point de vue sanitaire, santé, mais aussi notamment pour se restaurer, qui est le premier besoin vital. Merci Chaban, au plaisir donc à demain. Au plaisir, Jamaldine. Alors, Adel Jabbar est avec nous depuis le Canada. Merci Adel d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui ne cesserai jamais de te remercier infiniment. Un grand bonjour à toi et puis à vos invités, ainsi qu'à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci. Alors, la Cour suprême algérienne vient d'accepter donc le pourvoi en cassation de Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président, de Tartag, général Tartag, du général Toufiq, de Louisa Hnoun, et donc, et je ne sais pas si les autres
co-accusés qui sont passés, comme Nazzar, son fils, et Monsieur Hamdine, je crois, seront concernés par le même pourvoi. Les avocats nous le diront tout à l'heure. Mais sinon, Adel Jabbar, qu'est-ce que vous pensez de cette acceptation? Comment se fait-il que la Cour suprême vient d'accepter que l'affaire soit rejugée par le même tribunal militaire, rappelons-le, hein. Est-ce que la Cour suprême est soudainement devenue vertueuse? Est-ce que la justice est devenue indépendante ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Moi, je crois qu'il faut appeler les choses par leur véritable nom. Ne parlez pas de Cour suprême. C'est une appellation qui est erronée et fausse. Parlez plutôt d'une cour au miracle, où tout peut survenir. Vous savez tous pertinemment qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Allez dans la rue, faites un radio-crochet ou un petit sondage au niveau de la rue. 99% des Algériens, y compris ceux de la mangeoire, vous diront qu'il n'y a pas de justice. Et donc, moi, personnellement, rien ne me surprend. D'abord, le procès en lui-même est un procès inique. Ces gens-là avaient dérapé pour essayer de confisquer le pouvoir à un criminel qui a disparu aujourd'hui, qui nous a laissé dans cette situation désastreuse, en l'occurrence l'ex-général-major vice-ministre de la Défense. Donc c'était un règlement de compte entre mafieux. Les charges retenues contre ces voyous, ce ne sont pas des charges de crimes contre l'humanité, de dilapidation des biens publics, de vol, de détournement et de tous les crimes possibles et imaginables que nous avions subis depuis au moins 20 ans ou 25 ans pour le criminel Tawfiq. Et donc c'est un règlement de compte entre des mafieux. Donc, comme l'ex-général a été plus rapide sur la gâchette, il les a coffrés, il les a mis en prison, et puis aujourd'hui, on voit comment les choses se déroulent. Donc, le pourvoi en cassation a été fait, il a été accepté, puis la Cour au miracle vient de l'accepter. Ils vont être jugés probablement dans la même Cour, à la seule condition que les juges qui les ont jugés la première fois ne soient pas les mêmes, ou dans une autre cour, et nous allons assister à leur élargissement. Cette condition est probablement avec dommages et intérêts pour tout le temps qu'ils ont passé dans une prison 5 étoiles. Concernant les autres membres de la SABA, j'ai appris aussi que Sillel, comment il s'appelle, son acolyte Ouyaya, ils viennent de voir leur peine réduite à 5 ans. Mais ils ont eu tellement de peines, tellement de condamnations qu'ils vont bientôt cumuler le siècle, je crois. Mais restez avec nous, Adel Jabbar. Ils vont exiger de nous qu'on leur présente nos excuses les plus plates. Nous allons en parler. Alors d'abord, genèse de l'histoire, rappelons-nous qu'à la veille, après avoir démissionné Abdelaziz Bouteflika, il s'est passé ce qui s'est passé. Gaïd Salah, dont il faut rappeler. D'ailleurs, Brahim Younsi vient de nous rejoindre. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci. Alors, donc... Désolé pour ce retard, c'est indépendant de ma volonté. Oui. Alors, M. Gaïd Salah, qui était quasiment sous les ordres de Saïd Bouteflika, il faut bien le préciser, ainsi que tout l'état-major, Saïd Bouteflika, lequel était le véritable maître des lieux, en fait, qui avait remplacé au pied levé son frère quand il a eu son AVC. Et donc, Gaïd Salah, enfin, il a vu qu'il n'y avait plus de possibilité de résister à la demande du peuple contre le 5e mandat de ne pas représenter Bouteflika. Il a pris en main les opérations et il a fait comme s'il avait fait une aumône, un cadeau au peuple algérien en démissionnant lui-même Bouteflika. D'ailleurs, nous allons écouter tout à l'heure Louis Ahnou nous en parler. Et donc, tout aussitôt, juste après, Saïd Bouteflika s'est allié avec Tawfiq parce qu'il voulait que son frère démissionne de son propre chef et qu'il ne soit pas démissionné, dans le même temps qu'il voulait aussi pousser à la sortie M. Gaïd Salah. Donc, après cette réunion qui a eu lieu le 27 mars, c'est ça, M. Gaïd Salah, écoutons-le, ce qu'il va dire à ces gens qui ont tenu une réunion. Écoutons M. Gaïd Salah.
لقد تطرقت في مداخلة يوم 30 مارس لاجتماعات مشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل تآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام الأمن السابق خرجت تحاول عبثا نفي توجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة. وعليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Monsieur Saïd Bouteflika Toufik, en compagnie de Louisa Hnoun et Tartag, donc ils avaient parlé de l'affaire, et Saïd Bouteflika avait appelé Gaïd Saleh pour lui dire qu'il avait décidé, parce que tout le monde sait que ce n'est pas Bouteflika Abdelaziz qui décide, qu'il avait décidé de faire démissionner son frère, que son frère allait démissionner. Monsieur Gaïd Saleh, qu'est-ce qu'il décide? Sur le coup, de partir à Ouargla, et de Ouargla, il a annoncé lui-même qu'il avait décidé que Bouteflika avait présenté sa démission. Et écoutons ce que va nous dire Louisa Hnoun sur ce cas précisément. Écoutez. Est-ce que tu dirais, Louisa Hnoun, que le tort de la démarche du clan Bouteflika, c'est d'avoir tardé à démissionner, ensuite d'avoir tardé, une fois que la décision a été prise de démissionner, d'annoncer la démission, ensuite de ne pas avoir peut-être annoncé le départ en même temps du chef d'état-major et du président de la République, ce qui aurait pu permettre réellement de faire une transition de civil à civil, entre guillemets. Bon, le 26, je vais revenir là, le 26, nous on était réunis en bureau politique et le bureau politique tranche sur la question de la démission de l'Assemblée. Le soir, je regarde la télévision et je vois la déclaration du chef d'état-major. À partir de Ouargla. À partir de Ouargla. Demandant l'application de l'article 102. C'est-à-dire, pour moi, c'était... un coup d'État qui s'est mis en route. Voilà, Abdelaziz Bouteflika avait pris la décision donc il doit démissionner, mais ça ne sera pas une victoire du peuple. Ce n'est pas le peuple algérien qui aura chassé Abdelaziz Bouteflika, qui l'aura obligé à démissionner, mais ça sera le chef d'état-major, c'est-à-dire un peu une situation, même pas à l'égyptienne, quoi, puisqu'en Égypte, il y a eu des élections, etc. C'était autre chose. La confiscation de la victoire du peuple pouvait ouvrir la voie à n'importe quoi. Malheureusement, ce que nous avons vécu après a confirmé, a conforté mes craintes. Et donc, moi, j'ai... Alors, avec nous... Nabila Ismail, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, donc, d'abord sur la genèse de l'histoire, ces gens qui ont été arrêtés, déférés devant, rappelons-le, un tribunal militaire, alors que l'un était un général à la retraite, une autre était chef de parti, notre était aussi général à la retraite, son fils n'était pas militaire, un autre était chef d'entreprise, et M. Saïd Bouteflika était conseiller à la présidence et civil. Or, les deux chefs d'inculpation, je vais les lire, atteinte à l'autorité de l'armée et le deuxième, complot contre l'autorité de l'État. Alors, expliquez-moi une chose, vous, l'avocate, la juriste, comment peut-on inculper quelqu'un qui est un civil, d'atteinte à l'autorité de l'armée dans un pays qui ne se reconnaît pas un État militaire, mais un régime militaire. Et il inculpe quelqu'un et il le traduit devant son tribunal militaire, alors que c'est un civil, pour atteinte à l'autorité de l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'abord, le chef d'inculpation en soi. D'abord, il n'y a aucune explication juridique à ce dossier, d'où la révolte de la défense des hommes de loi
qui, depuis le début, ont crié au complot judiciaire, parce que, bon, moi, je n'ai pas fait partie de la défense des déférés devant le tribunal militaire, mais ce qui était sûr, c'est que c'était une aberration de trop, parce que, en fait, ce dossier a été instruit sous l'injonction et les ordres de Gaïd Salah. Vous avez bien fait passer le passage de son discours d'Ouergla où il disait carrément que ils vont cesser, sinon il va y avoir des poursuites. C'est-à-dire que les ordres étaient en train de se donner au tribunal militaire ou à la justice algérienne de monter un dossier et de poursuivre ces civils, parce que Toufik était à la retraite, donc il devient un civil. Et il ne s'agissait pas de secret défense ou de secret militaire pour qu'il soit poursuivi par rapport à la loi militaire qui l'astreint à une obligation de réserve. Il était question d'une réunion entre civils. Il y avait Ouiza Hanoun qui était chef de parti, Saïd Bouteflika qui était le véritable tenant du pouvoir, qui avait le sceau de la République, qui était aussi un civil. Il y avait Tartag et Zerouel. Bon, Tartag qui était en exercice, mais Zerouel qui était en retraite, mais qui parlait de solutions politiques d'après les déclarations et d'après l'entrevue qu'avait accordée Mme Ouzahnoun à Radio M. Il était question de proposer des solutions politiques à la revendication de la rue. Donc, parce que Gaïd Salah a vu que ça tournait autour de sa tête et que peut-être le départ de Bouteflika allait directement entraîner son départ et la dissolution du gouvernement, donc son départ en tant que vice-ministre de la Défense, tout ça, il y avait crainte, il les avait dévancés en faisant ce discours adressé à des militaires, mais qui portait des menaces et une instrumentalisation outrageante de la justice pour monter un procès de toutes pièces et ramener des parties à 80% civils devant un tribunal militaire. Maintenant, je vois le titre que vous avez titré l'émission d'aujourd'hui, la Cour suprême à la rescousse. En réalité, si on était dans un pays de droit, on était dans un pays où il y avait un minimum d'indépendance de la justice, j'oserais dire, j'oserais la folie de dire que la Cour suprême n'avait pas à recevoir une injonction pour casser la décision du tribunal militaire. Parce que dès le début, les avocats qui étaient constitués, maître Khaled Bourayou, qui était pour le général Toufik Medienne, maître Santini aussi, qui était pour Medienne, maître Aïssa Rahmoun, qui était pour Ouzahnoun. D'ailleurs, il va intervenir sur le plateau pour vous dire peut-être exactement ce que je dis, ou peut-être plus que ce que je dis, parce que lui, il a connu du dossier. Beaucoup d'avocats, maître Nordine Benissad, qui était aussi pour Ouzahnoun, n'ont pas arrêté de dire que le tribunal militaire n'est pas compétent. Il y a un problème de compétence d'attribution. Mais jusque-là, la Cour suprême s'est tue, alors qu'elle avait été saisie. Il semble qu'un ordre soit tombé de quelque part. La Cour suprême ne peut pas se prononcer tant qu'elle n'est pas saisie d'un pourvoi. Il y a eu d'abord la première instance, il y a eu le tribunal militaire premier degré, où ils ont été condamnés. Ensuite, il y a eu appel devant le tribunal, la cour d'appel criminelle, qui est toujours devant le tribunal militaire de Blida. Ensuite, la Cour suprême, elle est saisie en troisième degré comme juridiction suprême qui a comme mission de surveiller l'application stricte de la loi. La Cour suprême ne se prononce pas sur les faits. Oui, mais quand est-ce qu'elle a été saisie, la Cour suprême? Quand est-ce que le pourvoi en cassation a eu lieu? Il a eu lieu après que le tribunal en appel, le tribunal militaire deuxième instance en appel, a rendu sa décision confirmant les peines contre... il y a eu réduction de peine pour Ouiza Hanoun, mais il a confirmé les peines pour Saïd Bouteflika, Medienne, Tartag et autres. Donc la Cour suprême ne pouvait pas se prononcer tant que le dossier était encore au niveau du tribunal militaire. Oui, mais après l'appel, après la Cour d'appel,
Pourquoi la Cour suprême ne s'est-elle pas prononcée plutôt au moment où elle avait été saisie en pourvoi en cassation? Parce que ça prend du temps. Il y a un pourvoi en cassation qui se fait au bout des délais répartis par la loi. Après, il y a les audiences, il y a l'échange des mémoires entre les avocats. Ensuite, quelques temps après, il y a une audience qui est fixée pour la plaidoirie des avocats. Ils se présentent à la Cour suprême parce qu'au niveau de la Cour suprême, le procès ne se déroule pas en présence des parties. Il se déroule par un échange de mémoires. Ensuite, il y a une audience de plaidoirie où les avocats choisissent de plaider ou de ne pas plaider, et le verdict est rendu dans un mois après. Donc, et encore, moi j'estime que la Cour suprême s'est vite prononcée sur le pourvoi, parce que habituellement les pourvois durent 2 ans, 3 ans. Là, d'ailleurs, nous avons un petit peu commenté en disant c'est une audience près la Cour suprême qui a revêtu le caractère un peu référé. Il y a du isti'jali dans cette affaire, parce que habituellement les affaires pénales devant la Cour suprême, elles restent 2 ans jusqu'à 3 ans. Là, ça s'est passé il n'y a même pas 6 mois, et la Cour suprême vient de trancher qu'il n'y a qu'à se renvoi. Et donc, vous pensez que la Cour suprême s'est prononcée en son âme et conscience, de ses membres, sans qu'il y ait injonction, sans que ça ne soit tombé d'en haut? Écoutez, ça serait de la naïveté de le penser. Franchement, c'est de la naïveté de le penser. Nous n'avons pas de justice indépendante pour qu'on pense que la Cour suprême a agi de son propre chef. Il y a un changement de tenant de pouvoir. Il y a un clan qui est en train de s'exciter, c'est le clan de Gaïd Salah, au profit d'un autre clan qui doit revenir en face, mais jamais, jamais dans l'histoire de l'Algérie, de tels faits aussi outrageants n'ont eu lieu comme ça, d'une façon aussi claire et aussi... Il n'y a aucune discrétion. Tout le monde savait que depuis 1962, c'était l'armée qui tenait le pouvoir, mais elle le faisait d'une façon un peu plus intelligente. Et restez avec nous, Nabila Smaïl, je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, ces 2 chefs d'inculpation qui sont vraiment interpellants, pour le moins, qu'on puisse dire. On accuse quelqu'un, c'est un civil, d'ailleurs ils sont tous des civils, hein, du moins des généraux à la retraite, oui. Hein, c'est atteinte à l'autorité de l'armée. Est-ce que c'est une reconnaissance par la junte militaire que l'Algérie est un régime militaire? Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'atteinte à l'autorité de l'armée alors que c'est un civil. Et on ne peut pas l'accuser de complot contre l'autorité de l'État, le civil, et de le passer devant un tribunal militaire, si ce n'est reconnaître par soi-même et de soi-même que nous sommes dans un régime militaire. Plus encore. Oui. Permettez-moi auparavant de présenter mes condoléances à un ami qui intervient souvent ici, c'est l'Arbi Zouaimia. Ah oui, qui a perdu un neveu très accidentellement proche, un neveu. Nous je lui lui présente vraiment mes condoléances. Je pense, merci d'y avoir pensé. Je pense beaucoup à lui merci en ce moment parce que je sais qu'il est dans une situation pénible. Oui, vous avez très bien fait. Nous nous joignons à vous pour lui présenter nos condoléances. Sinon, nous sommes plus que dans un régime militaire. Je salue aussi vos invités, notamment Sejbar. Qui est au Canada, vent debout toujours contre l'oppression. Donc nous ne sommes pas dans nous sommes dans un État militaire. Et cette affaire qui arrive devant la Cour suprême reconnaît, ou par l'intermédiaire, ou par cette affaire, l'on reconnaît que l'État algérien est un État militaire. Ce n'est pas seulement le régime. Et cet État militaire, en tout cas à mes yeux, et pour moi, et je crois que pour un certain nombre de juristes, l'État militaire en Algérie est né après le 19 juin 1965. Il est donc logique que ces personnalités soient traduites devant un tribunal militaire. D'autant qu'il leur est reproché d'avoir porté atteinte à l'armée. Et d'autre part, deuxième chef... À l'autorité de l'armée. À l'autorité de l'armée. À l'autorité de l'armée. C'est là où le bas blesse. Oui.
Ça veut dire que vous êtes censé obéir à l'armée. Oui. Vous, le conseiller à la présidence, frère du président, quand l'armée vous donne un ordre, vous y obéissez. Sinon, on vous envoie au tribunal militaire. Donc il y a... C'est là le... Et deuxième chef d'inculpation, c'est... complot contre l'autorité de l'État. Donc il y a consubstantialité entre l'institution, ce qu'on appelle l'institution militaire chez nous, et l'État. L'État, c'est l'armée, et l'armée, c'est l'État. Et là, c'est une reconnaissance clair. De facto et de jure, comme on dit. Tout à fait. C'est clairement clair. une reconnaissance. C'est-à-dire vous avez affaire à un régime militaire, vous êtes civil, vous n'avez pas obéi à l'armée, nous vous traduisons en justice, et en justice devant un tribunal militaire. C'est dire que l'autorité de l'armée, c'est que dans notre pays, l'armée, non seulement, traduction un peu faible, non seulement l'armée influence l'État ou le politique, mais contrôle l'État et contrôle le politique. Oui, c'est clair. C'est ça la traduction de ce que nous venons de lire. Mais pourquoi ils n'étaient pas obligés de se démasquer ainsi? Ils auraient pu trouver d'autres chefs d'inculpation ou alors traduire ces gens devant une juridiction civile, puisqu'ils commandent à la justice de toutes les façons, de tous les bords. Pourquoi reconnaître ainsi, publiquement, officiellement, que nous sommes dans un régime militaire? Oui, mais je crois que nous tombons souvent... C'est une maladresse ou c'est un signal qui est clairement envoyé? Non, c'est un signal, comme vous dites, clairement envoyé. L'armée met les choses dans l'ordre des choses, si j'ose dire. Plus de façade. On n'a plus besoin de façade. C'est nous les maîtres. Il n'y a plus de façade. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Incroyable. Et je suis entièrement d'accord avec... j'ai entendu une phrase quand je suis entré de Adel Jabbar. Oui. À savoir qu'il ne faut pas tomber dans les arguties juridiques. Nous ne sommes pas, dans cette affaire et dans les autres affaires, me semble-t-il, dans une question judiciaire ou juridique. Oui, mais c'est toujours bon d'essayer de... Nous sommes dans le politique. Dans le système. Dans le politique, si vous voulez. Dans le politique. Mais est-ce que vous y croyez, vous, à ce sursaut de la Cour suprême qui va à l'encontre, j'allais dire, d'un règlement de compte ourdi au plus haut sommet du pouvoir, c'est-à-dire par l'ex-chef d'état-major lui-même, qui a mis en prison ses propres adversaires, ses adversaires personnels, et qui les a accusés d'avoir comploté contre l'État, contre la nation, contre l'armée. Et voilà que cette Cour suprême arrive et dit non, moi j'accepte ce pourvoi en cassation, il faut rejuger l'affaire, c'est pas juste, clairement dit, ce n'est pas juste, il y a eu abus. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu pour réellement... le moment, à ma connaissance, elle n'a pas encore statué. Oui, mais le fait d'avoir accepté le pourvoi en cassation, elle a en quelque sorte... C'est conclure un peu trop vite. Mais le fait qu'il était normal que les avocats, c'est leur travail, j'ai lu les propos tenus par Miloud Brahimi, je ne sais pas, je crois qu'il est l'avocat de Toufiq. Il me semble... Non, c'est plutôt Bouraoui, je crois. Enfin, il y a plusieurs avocats. Oui. Il y a plusieurs avocats. Mais je pense, je ne sais pas de quel détenu il est l'avocat, mais je crois qu'il est l'avocat du général criminel Toufiq. Oui. Qui disait, qui réduisait cette affaire, qui est une affaire d'État, à un délit. Oui. Il a parlé de délit dans une affaire qui a valu aux accusés 15 ans de prison. Oui. Alors que nous savons qu'un délit, le maximum de la peine, c'est 10 ans. Or, ils ont écopé pour les trois principaux acteurs, Bouteflika et Tartag, à l'exception bien sûr de Et Nzar a eu 20 ans de prison avec son fils. Bon. C'est 15 ans, cela veut dire qu'ils ont commis un crime. Oui. Ça relève du crime. Or, l'avocat Miloud Brahimi minimise les actes, d'une part, pour dire que ça relève du délit, c'est un délit, et d'autre part... Mais est-ce intelligent de reconnaître qu'il y a eu un délit alors qu'il n'y a même pas eu de délit
par rapport à ce que nous a dit Louisa Hennoun, ils s'étaient réunis en quelque sorte pour dire oui, nous avalisons la démission de Bouteflika, mais... Oui, c'est à se demander qu'est-ce que Louisa Hennoun faisait là. Oui, avaliser ou ne pas avaliser, oui, c'est quand même un peu curieux, il faut le dire. Oui, c'est quand même un peu curieux. D'autant plus que Louisa Hennoun nous dit que Bouteflika a décidé de démissionner, sachant que ce n'est pas lui qui décide. Je veux dire, où on consultait, là nous, en sortant un peu de ce que nous disions, où on consultait l'ensemble des chefs de parti, tous les chefs de parti, absolument. Et pas pourquoi exclusivement Louisa Hennoun. La question se pose, en effet. Et se pose aux politiques. En effet. Et se pose aux politiques. En effet. C'est quand même assez curieux qu'un seul parti politique... Et plus que curieux. Oui. Plus que curieux. Qui n'est pas particulièrement présent sur la place politique, sur la scène politique. Tout à fait. Alors, Adel Jabbar... cette histoire de Cour suprême qui décide donc de faire rejuger cette affaire et qui laisse augurer de la bouche même des avocats, ils ont utilisé ce terme, c'est de bon augure, qui laisse augurer qu'il va y avoir peut-être même des élargissements, si ce n'est des réductions de peine. Quand on sait qu'un Tawfiq, par exemple, général Tawfiq, il est quasiment en liberté depuis plusieurs mois, il n'est plus en prison, il est dans un hôpital où il dispose d'une très grande marge de liberté, nous dit-on, il peut même recevoir des gens, téléphoner, certains lui prêtent même le privilège d'avoir un secrétaire à ses côtés, etc. Est-ce que cette histoire de Cour suprême qui casse en quelque sorte ce premier jugement, qui va faire rejuger l'affaire, est-ce que ça n'augure pas d'un retour assez fracassant, j'allais dire, du DRS? Mais le DRS n'a jamais quitté l'Algérie. La police politique a toujours été très fortement présente dans la société algérienne, dans les ministères, les institutions, les casernes. Oui, mais du temps de Gaïd Salah, quand Gaïd Salah a pris la totalité du pouvoir, il faut dire, bien avant, d'abord le DRS avait été démantelé du temps de Bouteflika, et du temps de Gaïd Salah, le peu qui est resté a été renvoyé à ses foyers ou même mis en prison. Hein. Le cas de Tawfiq et de Tartag est là pour nous le rappeler. Ben, on a décapité des têtes de capots, mais sauf que la structure elle-même de la politique est restée intacte. Moi, je ne voudrais pas tomber dans l'excès de naïveté pour considérer cette Cour suprême comme l'équivalent de la Cour suprême américaine ou française ou anglaise. Ici, le juge d'un tribunal de quartier, on l'appelle l'honorable juge. Son pouvoir est exorbitant parce qu'il s'appuie sur le droit et s'appuie sur la loi. On l'a vu, Bouteflika, du temps de sa splendeur, se faire coopter par le président de la haute magistrature, je ne sais pas comment on l'appelle, cette cour au miracle, et puis le gars, il lui présentait son allégeance pratiquement dans une position à 90 degrés. Moi, je n'accorde aucune importance à ce genre d'organisation. Ils sont à l'image de ce qu'on voit dans la rue, le Parlement, le Sénat, la Cour constitutionnelle, le ministre vendeur de pieds de poule. Donc c'est une véritable tchouka. Il ne faut pas essayer de mettre trop de vernis sur une laideur, parce qu'aussitôt qu'il y a un peu de température, la peinture commence à tomber. Vous allez voir le visage hideux de cette dictature et des gens qui sont en train de la servir sans foi ni loi. Maintenant, vous parliez tout à l'heure d'atteinte à la, je ne sais pas quoi, de l'armée. Donnez-moi un exemple dans le monde ou dans le cosmos ou dans toute cette galaxie, dans le système solaire, où on peut accuser quelqu'un d'avoir porté atteinte au moral de l'armée. C'est quoi cette armée de boy scouts? Vous savez ce qui s'est passé hier? Gérard, leur Premier ministre, disait aux Algériens, n'écoutez plus les blogueurs outre-mer, donc les gens qui font des blogs sur Facebook, etc. Si vous voulez vous abreuver de l'information à la source,
Venez voir, comment on appelle ça, c'est-à-dire sur l'Yatima, sur ce que les Algériens appellent Qanat Zigo, etc. Donc vous êtes tout le temps dans le déni avec ces gens-là. Chingriha, il nous a fait un fou. Il a apparu sur la télévision pour nous gargariser, nous exalter de défendre l'Algérie qui serait en danger. Et puis en catimini, il est parti soigner son bobo en Suisse. Donc, j'ai appris que Tebboune serait revenu, il aurait atterri à l'aéroport de Boufarik. L'avion de Tebboune, je ne sais pas d'où il a hérité un avion, et donc je n'accorde aucun crédit à ces gens-là. Ils sont tellement... Mais Adel Jabbar, justement au sujet de Tebboune, puisque nous y amenez tout naturellement, j'allais dire, du temps de Bouteflika, Saïd Bouteflika faisait comme il voulait, tout ce qu'il voulait, il faisait... il le faisait sur le compte de son frère. Il disait Bouteflika a décidé, Bouteflika a nommé, Bouteflika a envoyé une lettre aux Algériens, Bouteflika a signé le décret, alors que tout le monde sait que Bouteflika ne connaissait même pas comment... Il ne savait pas son nom, en fait. C'est sûr maintenant, il n'y a plus de doute. Pourquoi aujourd'hui ne font-ils plus la même chose avec Tebboune, qui, curieusement, un peu dans le même cas que Bouteflika, qui n'est pas visible du tout, parce qu'il ne peut pas être présenté, parce qu'il est dans un état de santé absolument gravissime, très certainement, sinon il nous l'aurait exhibé d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ce régime n'utilise-t-il pas les mêmes méthodes que du temps de Saïd Bouteflika, où on prêtait au président de faire et de ceci ou de dire cela, alors que ce n'était pas le cas? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, n'ont-ils pas fait signer Tebboune comme ça, ou nous ont-ils pas fait envoyer un message en son nom, signer, promulguer la constitution qu'ils ont réussi à faire passer? Qu'est-ce qui a changé pour qu'ils aient autant changé de méthode? Non, rien n'a changé, parce que le cadavre n'est pas encore froid, il ne s'est pas encore réfrigéré, donc ils ont le temps. On vient de dépasser les délais légaux pour la promulgation de leur constitution. Et puis il n'y a pas de délai légaux. Il n'y a pas de délai légaux pour la promulgation. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne m'étonnerais pas qu'on puisse recevoir une lettre d'outre-tombe de Gaïd Salah pour nous dire bonjour. Donc avec ces gens-là, c'est des gens qui incarnent le mensonge. Tebboune, quand il est arrivé, il nous a dit « Ne vous cassez pas la tête, j'ai une khota pour aller récupérer les milliards de dollars qui vous ont volés. » Ce Tebboune-là nous disait qu'il avait... Donc moi, je ne les crois pas du tout. Moi, je suis radical avec ces gens-là. Je sais qu'ils ne produisent que le mensonge. Maintenant, je ne serais pas étonné que ce soir, on puisse sortir un papier pour dire que c'est Tebboune qui l'a signé. On a tenté, là, depuis son lit d'hôpital en Allemagne, pour nous dire ça nous rappelle l'histoire de Sildal, etc. Bon, maintenant, il y a une chose qui est très importante. À l'époque, Saïd Bouteflika incarnait l'État de façon illégale, clandestine. Avec la bénédiction de qui? Avec la bénédiction de Toufik, de Tartag, de Gaïd Saleh. Il prenait du scotch chaque soir dans un appartement sur Elbien. Aujourd'hui, ce sont les généraux, Chingriha et compagnie, qui prennent du scotch. Rien n'a changé dans cette Algérie-là. Au contraire, nous sommes en train de nous engouffrer parce qu'il n'y a plus d'argent. Pour corrompre les Algériens, pour corrompre les gens, ils sont coincés. Vous voyez, ils ont voté un budget. Cette armée-là vient de s'offrir 9 milliards 350 millions de dollars, pratiquement 25% du budget de l'État, entre guillemets. Personne n'ose parler. Eux, la police et le ministère des Moudjahidines, c'est à peu près l'équivalent de 30 ministères. Qui osera parler? Nous sommes dans une dictature. Donc rien ne devrait nous surprendre. Il ne faudrait pas s'attarder sur les formalismes et sur la cosmétique que ces gens-là essayent de mettre pour cacher leur forfaiture et leurs crimes. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous retrouver. Je reviens à Nabil Esmaïl en attendant de recevoir Aïssa Rahmoun. Nabil Esmaïl,
Tout à l'heure, vous nous disiez qu'à l'intérieur du régime, il y a vraisemblablement un changement dans la composante du régime, que le clan qui avait le pouvoir n'est plus là. C'est visiblement le cas, puisque les proches de Gaïd Salah ont tous été dégommés un tant soit peu. Mais à votre avis, aujourd'hui, du temps de Saïd Bouteflika, on savait qui était le maître. Le maître, c'était Saïd Bouteflika, aidé en cela par l'état-major et le haut commandement de l'armée. Du temps de Gaïd Salah, on savait qui était le maître du jeu. C'était Gaïd Salah et son entourage direct. Mais maintenant, qui est, d'après vous, au cœur du noyau central? Est-ce que c'est le retour du DRS? Est-ce que c'est le retour de Toufik lui-même et de ses plus proches collaborateurs? Ou est-ce autre chose? Question plutôt pertinente, intéressante, à laquelle ne pourrait répondre que celui qui est soit à l'intérieur, soit très infiltré. C'est impossible de répondre à ça. Ce qui est sûr et qui est très grave et dramatique et pour le pays et pour le peuple, c'est que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de pilote au bord de l'avion. On ne sait pas ce qui se passe, justement. On ne sait pas parce que il est vrai que beaucoup pensent que l'absence de Tebboune est inquiétante, mais ça n'inquiète pas le peuple, parce que le peuple ne l'a pas élu. Ça inquiète ceux qui l'ont désigné, parce que pourquoi ça les inquiète? Parce que c'était la façade du pouvoir réel. Et devant l'absence de la façade civile, on ne sait pas maintenant est-ce qu'ils ont un candidat, est-ce qu'ils vont appliquer l'article 102, est-ce qu'ils vont accepter d'aller vers une transition, parce qu'il y a un fait que personne ne doit ignorer et qui devrait être au cœur des discussions. C'est pas de savoir. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment en cohésion? Parce que, vous savez, pour pouvoir enclencher une telle procédure, il faut que les clans qui constituent le régime soient d'accord, comme il l'était du temps de Saïd, comme il l'était du temps de Gaïd Salah. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le même cas? Si tel est le cas, est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord pour le casting à venir? Qui choisir pour devenir futur président? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont suffisamment d'accord? Ou est-ce qu'ils sont en guerre les uns contre les autres, ce qui rendrait impossible, justement, tout consensus possible? On ne sait pas, parce que les tenants du pouvoir se sont toujours remis d'accord entre eux pour se maintenir au pouvoir. L'intérêt de l'Algérie et du peuple ne les a jamais intéressés. Ce qui les intéresse, c'est que hier ils étaient ennemis, aujourd'hui pour rester ensemble au pouvoir, ils peuvent se réconcilier. En politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Et ce qui est désolant, c'est qu'on est en train de parler des vrais tenants du pouvoir qui devraient et qui ont la responsabilité de sauvegarder l'Algérie, parce que l'Algérie est en face d'une crise multidimensionnelle et le peuple est en train de bouillonner. Il y a une explosion sociale qui est en train de se préparer et on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Parce que vous savez, la pandémie, la crise sociale, je ne dirais pas le prix du baril, parce que le baril n'a jamais été... allô? Oui, on vous écoute. Le peuple n'a jamais bénéficié des rentes pétrolières. Nous savons tous la rente pétrolière, où est-ce qu'elle partait. Parce que les 1000 milliards qui ont constitué la rente pétrolière pendant le règne de Bouteflika auraient empêché qu'on soit dans une situation désastreuse comme celle qu'on est vivant maintenant. Mais les tenants du pouvoir, s'ils décident de se maintenir au pouvoir, ils vont mettre l'Algérie à feu et à sang et ils ne s'inquiètent pas du tout. L'essentiel, c'est qu'ils se maintiennent au pouvoir. Maintenant, s'ils ont une prise de conscience et qu'ils estiment qu'il est temps de passer le flambeau, parce que moi, je ne vous cache pas que pendant le procès de Toufik et de Ouzahnoun, et même Ouzahnoun, ce qu'elle avait déclaré devant Ihsan Qadi, avait dit que même Toufik a estimé qu'il fallait trouver une solution politique à la crise et qu'il fallait écouter la rue. Maintenant,
que le Hirak est suspendu, qu'il y a une pandémie, est-ce que Toufik ou le clan de Toufik ou ceux qui sont réellement aux commandes sont dans la même logique de devoir écouter le peuple? Parce que, attention, il y a une chose qui est sûre et que je sais qu'ils le savent très très bien, c'est que ce n'est pas parce que les marches du vendredi sont suspendues que le Hirak est à l'arrêt. Le Hirak est en train de mûrir, il est en train de se structurer politiquement, il est en train de faire un projet politique qui va peut-être obliger les vrais tenants du pouvoir à rester autour d'une table et de discuter de l'avenir de l'Algérie. Est-ce que vous considérez que le boycott massif du référendum sur la Constitution a été une manifestation du Hirak? C'est une manifestation du Hirak. Je ne voudrais même pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui aurait pensé que le Hirak n'a pas gagné, n'a pas ajouté à ses victoires une ultime victoire qui est celle de démasquer ou de rejeter catégoriquement et globalement la feuille de route de Tebboune et de ceux qui l'ont ramené. Maintenant, vous allez me dire qu'ils auraient pu gonfler le score, ils auraient pu gonfler les résultats, oui, ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les caméras, je ne dirais pas les caméras, parce que les moyens, le Facebook était là, tout le monde avait filmé les bureaux de vote qui étaient vides. Ils ne pouvaient pas tricher avec des moyens qui ont dévoilé et qui ont dit la vérité en direct. Les gens étaient en direct devant les bureaux de vote où ils ont filmé l'absence totale. L'absence totale de votants. Il y a ça, il y a le fait aussi que le peuple a pris conscience, il ne faut pas oublier qu'il y a une frange de la société qui a vraiment pensé que le vide, que les 20 ans de Bouteflika et les dernières années, le 4e mandat à Blanc et le fait qu'ils aient décidé de le présenter pour un 5e mandat a plongé une frange de la société dans une certaine crainte où ils pensaient que l'absence d'un président de la République pouvait menacer la stabilité du pays. Donc même ceux qui ont voté le 12-12 l'ont regretté. Ils l'ont regretté, ils ont dit que finalement, on s'est fait avoir parce que depuis le 12-12 au 1er novembre, la situation des Algériens a empiré. Exactement, et d'ailleurs le boycott... Le boycott a été plus important que le 12-12. Il a été beaucoup plus important. Donc la gestion de la pandémie, le mensonge, le gouvernement actuel, qui est le gouvernement le plus nul et incompétent que l'Algérie a connu, tout ça a ouvert les yeux à ceux qui pensaient que l'Algérie pouvait être sauvée par Tebboune. Et restez avec nous, Nabila Smaïl, Brahim Younsi. Un président absent, mais alors depuis combien, 35 jours ou plus, ou quelque chose comme ça. Tous les signaux expliquent clairement qu'il est très gravement malade. Sinon, il aurait fait une apparition publique, derrière un masque ou rien. Rien ne filtre, si ce n'est des informations. On nous dit par exemple qu'il a fini son protocole sanitaire. Ça veut dire qu'il est en convalescence. Or, en convalescence, on peut s'exprimer. On rentre chez soi, dans son pays, surtout à un moment pareil. La Constitution, ça fait plusieurs jours qu'elle attend. Tout à l'heure, Adjbar nous a parlé de délai réglementaire. Pour la promulgation, oui. Il n'y en a pas, je crois. Si, c'est constitutionnel. La dernière fois... Attends, vous allez nous donner cette information. Oui. Mais allez-y, répondez-moi sur ça et puis... C'est constitutionnel. La dernière fois, j'avais parlé comme ça, parce que je n'avais pas de souvenir de cet article, mais c'est l'article 144 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le président de la République a 30 jours pour promulguer la Constitution à partir du moment où les résultats sont officiellement validés par le Conseil constitutionnel. Voilà, absolument. Vous êtes sûr? Certain. 30 jours.
30 jours, article 144, tout le monde peut regarder la Constitution. Article 144. C'est très bien, parfait. Voilà. Ce qui fait qu'il a encore du temps, parce légalement. Que quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié, je me suis dit, mais c'est constitutionnel en partant d'ici. C'est pour ça que je vous avais tiqué tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y a pas de délai réglementaire. Oui. D'accord. Oui. Mais donc, il a du temps, réglementairement. Constitutionnel, oui. Enfin, il a du temps à partir du moment où les résultats sont eux-mêmes promulgués. Oui. Pour le moment, ils ne le sont pas. Qui promulgue les résultats? C'est le Conseil constitutionnel. Il les a validés, c'est ça. Il ne peut pas les promulguer. Non, il faut que ça soit publié au journal officiel. C'est ça la promulgation. Ah, d'accord. Mais lui, ce n'est pas son histoire, le Conseil constitutionnel. Non, c'est son histoire. Lui, il valide. Il valide. Il promulgue les résultats. Les résultats sont obligatoirement publiés par le journal officiel. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution? Que le Conseil constitutionnel doit valider ou promulguer dans les 10 jours, oui, absolument. Les résultats proclamés. Il l'a fait. Non, pour Maintenant, le moment, si ça ne sort pas dans le journal officiel, c'est autre chose. Non, mais c'est pour le moment. Enfin, le fait qu'il l'a fait officiellement, c'est comme s'ils étaient dans le journal officiel. Je ne sais pas si même s'il l'a fait officiellement, personnellement. Si, l'annonce a été faite. L'annonce a été faite. Oui. Formellement, en fait, officiellement. Non, l'annonce a été faite. Je présume qu'il y a eu une signature. Quel est l'organe de presse qui a montré le président du Conseil constitutionnel validé? En tout cas, l'APS, qui est l'agence officielle... Oui. Mais l'APS nous a habitués à 2 reprises au moins. Oui, mais nous, on s'en fiche. C'est l'organe officiel de presse, de communication de l'État algérien. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais quand vous regardez la vidéo publiée par l'APS, elle ne montre pas le président du Conseil constitutionnel. D'accord. Elle ne le montre pas. Annoncé. C'est pas demandé par la loi, ça. Non. Sur le plan mais légal. Habituellement, il y a des traditions. Oui. D'accord. Il y a des traditions. Oui. On n'a pas vu le président du Conseil constitutionnel annoncer, valider les résultats. Oui, mais dans ce cas précis, l'usage n'a pas force de loi. Non, quelquefois si. Il n'en demeure pas moins que ça, c'est à vérifier. Nous allons le faire. Oui. Mais sinon... C'est-à-dire que le délai, ce que je veux dire par là, le délai de validation des résultats est déjà passé. Oui. Est déjà passé. Non, il n'est pas passé puisqu'ils ont validé, l'ont annoncé officiellement. L'APS a annoncé. Maintenant, avec le fait qu'il n'ait pas montré les images du président en train de signer... Je n'ai pas confiance dans l'APS. Très bien, c'est à suivre. Mais sinon, alors le président est très malade, très vraisemblablement, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair. Peut-être même est-il dans un état critique, peut-être même est-il dans un coma irréversible. C'est possible. On ne sait pas. En tout cas, il est très gravement malade. Et tout le monde dans le monde de la médecine est d'accord pour dire qu'à cet âge-là, et avec ces comorbidités connues, quand on est intubé, c'est une très longue convalescence dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Ça veut dire que normalement, l'état d'empêchement est inéluctable. Or, ce régime qui ne déclare d'état d'empêchement que lorsqu'il a choisi son futur poulain, qu'il a fait son casting. Il ne peut pas le faire. Et c'est une véritable crise, comme ils disent, eux, institutionnelle, entre guillemets, clanique, politique. Or, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que ni les partis politiques, ou dits politiques, ni l'opposition, ou dite l'opposition, ni la presse, dite la presse la plus indépendante du monde arabe, ne réagissent à cette extrême gravité de façon proportionnelle. C'est à peine s'ils en parlent comme ça en passant entre les mots. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la militarisation... Pourquoi n'y a-t-il pas de société civile, de société politique? Je pensais à un moment que cette société civile avait émergé. Elle avait émergé, non seulement avait émergé, mais elle était indépendante. Or, cette société civile s'est de nouveau couchée. Cette société civile est moins que périphérique. À l'époque, pour moi, à mes yeux, elle était périphérique. Aujourd'hui, elle est inexistante. Il n'y a pas de société civile, comme il faut le dire. Il n'y a pas de parti politique.
et je l'ai souvent dit chez vous, il n'y a pas de parti politique qui existe. Il n'y a pas de société civile qui agit. Et nous sommes dans cette situation-là. Une société civile ou des partis politiques face à une situation comme celle où se trouve l'Algérie, ce serait un tollé général. Absolument. Or, ni les partis ni la société civile ne se manifestent. Les seuls qui se manifestent un peu, c'est pour miauler, c'est pour aller dans le sens du régime, ou alors de nous dire le mieux serait d'annuler peut-être la Constitution, ou de nous dire, vous savez, dans ce genre de situation, il vaut mieux aller doucement, ne pas brusquer les choses. Nous sommes toujours dans la situation inverse par rapport à certains pays. Oui. À savoir que l'armée, comme dit Duguit, est un instrument passif entre les mains du politique ou du gouvernement. Et c'est le contraire qui se produit chez nous. Oui. C'est le politique, c'est le gouvernement qui est un instrument passif entre les mains de l'armée. C'est exactement ça. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité qui est la nôtre. Mais Brahim Younsi, dans ce genre de situation, de problématique, avec la menace de la crise économique qui déboule à toute vitesse, qui a commencé déjà à toucher de très larges pans de la société algérienne, par les pénuries, par les augmentations de prix, par la dévaluation quasi automatique de la monnaie, par l'augmentation par exemple, des devises au taux de change du parallèle, qui est le vrai taux de change, par l'effondrement des prix de l'immobilier, dans une telle situation qui est lourde de menaces, une telle absence de la classe dite politique et de la société civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser faire comme ça? Il ne faut rien faire? Il faut rien... Le Covid a réduit le Hirak à une situation de statu quo, de stand-by plutôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Quel type de réaction donner à tout cela? Juste une parenthèse là-dessus, parce que vous avez parlé du taux de change. Oui. Un dinar et $1 est égal à 0,0078 dinars. Oui. C'est vous dire l'état de la monnaie. Ça, c'est le taux de change officiel. Hein, c'est vous dire la situation de la monnaie algérienne. Quant à la crise économique et sociale, elle ne date pas d'hier. Oui. La population vivait une crise économique et sociale. Parce que le plus gros des travailleurs vivent avec moins de 15 000 dinars par mois. Certains vivent avec beaucoup moins que 15 000. C'est-à-dire que la situation sociale de ce pays, qui était déjà explosive, est devenue encore plus explosive. Pourquoi? Parce que les classes moyennes supérieures sont dans une situation d'appauvrissement. Et ce sont ces classes moyennes supérieures qui devraient pouvoir agir parce qu'elles ont les moyens d'agir. Ben justement, ces classes moyennes supérieures qui sont généralement la presse, les petits partis politiques, toute cette petite... Enfin, la presse, moi je l'exclus totalement de... Pourquoi? Parce Elle a un rôle à jouer quand même, logiquement, mais ça devrait être son rôle. Oui. Évidemment, ça devrait être son rôle. Mais à partir du moment où elle vit avec les subventions, j'allais dire, parce que c'est des subventions de l'État. Oui. Comment voudriez-vous que cette presse puisse aller à l'encontre du système en place? Celui qui l'assistante. Eh ben voilà. Évidemment. Eh ben voilà. Alors, Adel Jabbar est toujours avec nous. Adel Jabbar, merci d'être resté. C'est moi qui vous remercie, je suis là. Alors, Adel Jabbar, la question que je voulais poser à Brahim Younsi, à part un Hirak qui est en latence, il a fait récemment une preuve de sa présence sur le terrain par un boycott encore plus massif que celui du 12 décembre, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que c'est le plus grand boycott jamais observé depuis l'indépendance, y compris celui du 12-12 qui a été très très important. Mais sinon, sans ça, sans cette résistance passive, j'allais dire, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a que le régime qui lui-même est en déflagration annoncée. Il n'y a rien. Les partis politiques sont aux abonnés absents. La presse réellement rase les murs.
Il n'y a rien, il n'y a rien, alors que la situation est réellement explosive. Qu'est-ce qu'il faut en déduire et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faudrait remettre les choses à leur place. Les partis politiques qui existent, à l'exception de un ou deux dont on peut parler avec fierté et honneur, le reste, c'est des partis de la mangeoire. Donc c'est une fabrication des services, c'est des gens qui émergent dans le payroll de l'État. Et donc c'est des gens qui sont dans la mangeoire, ils reçoivent leur chèque. Parler de société civile, bon, on voit que les services de la police politique sont en train de préfabriquer encore une espèce de société civile. La société civile, dans les pays qui se respectent, est une construction sociale du peuple. C'est des organisations sans but lucratif, c'est des associations caritatives, c'est des mouvements de syndicats indépendants, c'est des opinions d'intellectuels qui sont là pour dénoncer. On est loin de ce type de société. Maintenant, vous posez une question très judicieuse. Que faudrait-il faire? Moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste comme Gaïd Saleh, parce que je réfléchis, j'ai un cerveau. Ce que je préconise à notre peuple, c'est d'abord et avant tout de faire extrêmement attention à sa santé, d'éviter encore une hécatombe. Nous sommes en face d'un régime criminel qui ne fait absolument pas cas de la citoyenneté ou de la vie des Algériens. Quand les Algériens tombent malades, ils s'en foutent royalement, ils peuvent exterminer, comme ils l'ont déjà fait auparavant dans les années 92, 250 000 d'Algériens sans absolument aucun état d'âme. Mais eux, quand ils ont un petit bobo, ils prennent l'avion, ils prennent les armoiries de l'État, les cachets, l'argent, ils s'en vont pour se soigner ailleurs. Donc moi, ce que je recommande à notre peuple, à nos frères et sœurs, à notre sang, c'est de préserver d'abord leur santé. La révolution, ce n'est pas une question de montre. Comme je l'ai tout le temps dit sur votre plateau, ce n'est pas un contrat à durée déterminée, 1 année, 2 années. Le Chili, ils ont mis 10 ans pour déboulonner la dictature. Nous avons le temps, parce que nous avons une jeunesse formidable, extraordinaire. Je le redis encore une fois devant vous ici, ils ont la montre, nous avons le temps. Ne soyons pas impatients. La révolution est un état d'esprit, c'est quelque chose qui a habité le cœur des Algériens. Tout ce qui vient de ce régime dictatorial, illégitime, illégal, est rejeté d'un revers de la main par l'ensemble des Algériens, à l'exception d'une petite minorité qui profite des prébendes, des privilèges indus que lui donne la dictature, comme les corps de policiers qui tabassent des médecins. Donc, je dis aux Algériens, ne soyez pas impatients. La Covid va passer, la pandémie va se terminer. Nous reviendrons encore plus fort parce que c'est ancré en nous. Notre révolution de 54 n'a pas duré 1 année, elle a duré 7 ans. Elle continue, elle ne s'est pas éteinte. La flamme de la révolution, l'espoir de la liberté et de l'indépendance n'a jamais quitté le cœur des Algériens. Nous allons y arriver. Pour le moment, calmons-nous, il y a d'autres formes de contestation. Moi, j'avais préconisé à notre peuple de rester chez eux. 1, ils évitent la contamination. 2, ils vont rentrer en désobéissance civile vis-à-vis de ce régime. Ce régime-là va s'effondrer de lui-même dès lors qu'il y ait une lutte contre ses serviteurs. Il faut fragiliser les serviteurs de la dictature. Elle tombera toute seule. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, bon, on n'a pas manifesté, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de slogan, il y a pas, ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Moi, j'ai vu ce matin la vidéo d'un jeune qui venait d'être relâché d'une geôle du régime, où il a été incarcéré illégitimement et illégalement et arbitrairement, comme l'ensemble de nos otages qui croupissent dans les prisons de cette dictature sauvage depuis 1992, en sortant de leur geôle, il disait Madaniya Mosh Askaria. Voilà, et il disait un poème extraordinaire. Donc, moi, je suis certain que nous allons triompher. La révolution ne mourra pas. Et restez avec nous sur ces belles paroles, Adel Jabbar. Nabila Smaïl, cette histoire de Cour suprême donc, qui valide ce pourvoi en cassation,
est-ce que ça pourrait être l'annonce d'un changement de pratique de ce régime pour ce qui est de la justice, parce qu'ils ne peuvent pas libérer ou élargir ou atténuer les peines des gens qui sont de leur régime et ne pas le faire pour les gens qui sont du côté du peuple. Il faudrait qu'ils essayent de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Est-ce que ça pourrait être l'annonce de libération aussi des délits, des gens qui sont en prison pour délits d'opinion, des hirakistes et les autres Algériens qui ont été condamnés par le régime? Je ne pense pas, je ne fais pas du tout le lien entre les deux. Parce que, en ce qui concerne le procès de Toufiq, Saïd Bouteflika et Mme Ouizahnoun, bon, ils ont choisi d'entamer de leur régler le compte par la voie judiciaire. Donc, il y a un minimum de respect des formes. S'ils décident de les élargir et de prononcer l'acquittement, et il faut qu'ils reviennent devant le même tribunal qui va se déclarer soit incompétent, soit carrément dire qu'il n'y a pas de délit. Vous aviez raison de dire tout à l'heure qu'il n'est pas question de savoir est-ce que c'est un crime ou c'est un délit. Est-ce que les faits pour lesquels ils ont été déférés devant le tribunal militaire constituent un délit réprimé par la loi? C'est tout. Dans leur cas, il est clair que le renvoi devant le tribunal militaire composé d'autres magistrats que ceux qui ont vu de l'affaire la première fois, il est clair que ça va aller vers un acquittement ou un élargissement parce qu'en fait, d'après les avocats, il n'y a absolument rien du tout dans le dossier. Maintenant, vous allez me dire que cette attitude de la Cour suprême pourrait s'appliquer sur les détenus d'opinion. Enfin, je ne peux pas le dire et je ne peux même pas l'espérer parce qu'il n'y a absolument rien qui a changé vis-à-vis des activistes du Hirak, vis-à-vis des personnalités connues pour preuve. Il y a eu une demande de liberté provisoire qui a été introduite pour Rachid Mekaz, qui a été rejetée par la chambre d'accusation d'Alger la semaine dernière. Le pourvoi en cassation de Khaled Dararni, il n'est pas encore programmé. Et on continue. Oui, mais pour nous rouler dans la farine, Nabil Ismail, pour essayer de faire passer la pilule. Bon, on va libérer Saïd, Toufiq, Tartag et les autres, mais on va lâcher aussi les autres, on va décider de mesures d'apaisement, d'élargissement, peut-être de grâce, de ceci, de cela, pour essayer de ne pas نوضوش الحيحاية كما يقول حداد. Non, c'est pas qui est au pouvoir pour savoir quelles sont ses intentions. Le drame, il est là. Parce que souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, la lettre qui a été adressée à Amel Khdar Bourgar avait bien parlé parmi les 15 points qui ont été proposés par le pouvoir. Il y avait cette histoire de libération des détenus, de libérer tous les détenus d'opinion. Ensuite, cette lettre, le pouvoir lui-même qui l'avait proposée est revenu dessus pour fixer la date et maintenir la date du référendum. Donc, on ne sait pas qui gouverne, on ne sait pas qui est au pouvoir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un clan contre un clan et on ne sait pas la partie va se terminer au profit de quel clan. Parce que le clan de Tebboune et le clan de Gaïd Salah qui avait intronisé Tebboune n'ont peut-être pas d'autres hommes, c'est pour ça qu'ils souhaitent son retour, c'est pour ça qu'ils s'accrochent à son retour. Est-ce que la réhabilitation du clan de Toufiq va permettre l'émergence d'un autre homme civil? On ne sait pas, on peut imaginer des scénarios quand on sait qui est au pouvoir. Mais là, on ne sait pas qui est au pouvoir. Tout le monde a compris qu'il y a une lutte au sommet. Tout le monde a compris que le pays est pris en otage. Mais tout le monde aussi doit comprendre que le Hirak est en train de se renforcer dans sa détermination parce que tout ce qui est en train de se passer est en train de prouver que toutes les revendications du Hirak sont légitimes. Elles sont légitimes. Quand on parle de période de transition
qui pourrait prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il faut qu'on en finisse avec ce bricolage. Il y a un bricolage au plus haut sommet où ces gens-là pensent que l'Algérie leur appartient et qu'ils ignorent l'existence d'un peuple. Et merci. C'est ça qui est dramatique. Pardon, merci Nabil Asmaïl, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Brahim Younsi, le mot de la fin, très brièvement. Quel mot de la fin? Un pouvoir de fait, et nous sommes dans un pouvoir de fait, ne peut produire que de l'arbitraire. Et alors que, parce que nous parlons d'une affaire judiciaire, à la fois pour ceux qui attendent la cassation, que toute cette jeunesse et ces activistes politiques qui se trouvent en prison. Alors et n'oublions pas les gens qui sont en prison depuis les années 90. Oui, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Qui ont été jugés par une justice en cagoule après avoir été torturés. Absolument, oui. C'est les miens. Oui. Donc, alors que la justice, dans les pays qui se respectent, dans les pays démocratiques, chez ceux qui pensent même à l'exemple de ce philosophe et juriste américain Dworkin, que même les hérissons ont des droits. La justice devrait être et doit être le rempart précisément contre l'arbitraire, alors que la justice algérienne fonctionne à l'arbitraire et ne fonctionne qu'à l'arbitraire. Parce que l'armée, et cela depuis un certain nombre d'années, s'est substituée aux politiques. C'est elle qui aujourd'hui, depuis un moment déjà, est le politique. C'est elle qui instrumentalise le politique et se substitue aux politiques. C'est très bien dit, je vous remercie. Mais je vous rappelle que vous parlez du pouvoir de l'armée. Le pouvoir, c'est s'asseoir. Hein, c'est généralement comme ça qu'on conçoit. C'est le trône, c'est s'asseoir pour pouvoir être au haut de la... comment on dirait, pour trôner. Hein. Or, je ne sais plus qui a dit... je ne sais plus qui au juste. On peut tout faire avec une baïonnette. C'est Napoléon. Napoléon, sauf s'asseoir dessus. C'est Napoléon. Voilà. Merci Brahim Younsi, merci Nabil Asmaïl, merci Aïssa Rahmoun qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, merci Adel Jabbar, merci à mon collègue Qassi Chaban, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, salama.